Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutmann. Radio J. Et c'est sur ce générique historique de l'émission Yiddish de Radio J que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une grande personnalité de la littérature jeunesse qui a un univers yiddish et qui me fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J pour nous en parler. Je cite Yael Hassan. Bonjour. Bonjour Lise. On pourrait presque se dire Good Morgen, mais aussi Shalom, parce que vous parlez également l'hébreu. Alors on va parler de tout ça. Yael, vous êtes une autrice très importante de la littérature jeunesse en France. Vous avez passé votre enfance en Belgique, vous terminez vos études en Israël, d'où le fait que vous parlez hébreu. Vous y travaillez, puis vous revenez en France quelques années plus tard et votre premier roman pour lequel je vous avais déjà reçu, que j'avais adoré, Un grand-père tombé du ciel, remporte le prix du ministère de la Jeunesse et des Sports, puis le prix Sorcière. Déjà, dans Un grand-père tombé du ciel, tout était posé, si j'ose dire. En 2015, vous obtenez le prix des Incorruptibles pour votre roman jeunesse, La fille qui n'aimait pas les fins. Et si j'avais dû apporter tous vos livres, tous plus touchants et intéressants les uns que les autres, je crois que je me serais fait un tour de rein ce matin, tellement il y en a. Alors, je montre le dernier. Le dernier, il est coécrit avec votre immense amie qu'on adore également et qui est aussi une immense artiste écrivaine pour la jeunesse, Rachel Osfater. Ça s'intitule Un si long voyage et c'est paru chez Michel Lafon, Jeunesse. Un si long voyage, c'est votre dernier livre. Si je lis le résumé, on va comprendre le lien avec Un grand-père tombé du ciel. Été 42, Paris est occupé par les Allemands. Jacques, Yvonne et Maurice doivent porter l'étoile jaune car ils sont juifs. Obligés de s'enfuir, les trois enfants livrés à eux-mêmes se lancent alors dans un long et périlleux voyage sur les routes de France. Leur débrouillardise, leur imagination et leur détermination à toute épreuve suffiront-ils face aux nombreux dangers qui les guettent? Pour le savoir, il faut lire le livre Un si long voyage. Alors en fait, pourquoi j'ai tenu à montrer ce dernier livre? J'aurais pu en apporter d'autres, Yael, parce qu'il y a beaucoup de thèmes communs dans tout ce que vous écrivez. Alors il y a les thèmes juifs, il y a la mémoire de la Shoah, il y a l'humanité, il y a les soucis des petits et des ados au quotidien. La transmission. La transmission. Vous êtes, c'est ce que j'allais vous dire, vous êtes au cœur, vous transmettez. C'est pas de l'écriture comme ça, gratuite, mignonne, sympathique. C'est plus que ça. Vous transmettez des valeurs. Et ce sont des valeurs, je pense, que vous avez reçues. Et vous les avez reçues également dans le cadre certainement de votre univers yiddish. Alors Yael, d'où venait votre famille? Alors, ma mère était née dans un petit village qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus, un shtetl qui n'existe plus, Vysoky-Litevsk, qui était dans la région de Brest-Litovsk en fait, oui. Et qu'elle a quitté en 1937 pour venir à Paris. Donc assez tardivement, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Tandis que mon papa, lui, était né à Varsovie et sa famille a quitté la Pologne. Donc mon papa était né en 1928, ils ont quitté la Pologne en 1929 quand il était tout bébé pour la Belgique, avec toute la famille. Voilà. Et vos parents se sont rencontrés où? Alors, mes parents se sont rencontrés en Belgique parce qu'il s'avère que une des tantes de ma maman a épousé un des frères de mon papa. Donc voilà, donc la famille, c'est un peu connu comme ça. Et ils se sont mariés à Paris, puis sont partis vivre en Belgique, puis sont revenus en France, puis on a fait tous ensemble notre Aliyah en 1970.
Alors, vous avez fait votre alias, il fait que vous parlez hébreu couramment. Est-ce que vous parlez yiddish aussi un peu ? Alors, Parce que vous l'aimez, le oui, yiddish. J'adore la langue, je ne le parle que très peu et ce que je sais du yiddish, j'ai pris quand même des cours avec Charles Goldschlager. Goldschlager, super, on l'embrasse. Donc j'ai pris pendant 1 an des cours avec lui et je l'ai tellement entendu que je suis imprégnée d'une langue que je ne parle pas moi-même, ce qui est assez étrange comme phénomène. Mais chez moi, à la maison, mes parents parlaient yiddish quand j'étais enfant. Ils l'ont un peu perdu, je trouve, au cours des années. Ils parlaient de plus en plus français entre eux, mais dès qu'ils ne voulaient pas qu'on comprenne, bien sûr, ils parlaient entre eux en yiddish. Et donc, ce qui était une raison de plus pour essayer, nous les enfants, de les comprendre. Bien sûr. Donc, du coup, vous comprenez quand même. Je comprends pas mal. Voilà. Et je sais qu'il y a... il y a des chansons que vous adorez. Et moi, je propose que d'entrée de jeu, puisqu'on est dans un univers yiddish, dans le Yiddish Show de Radio J, eh bien, on écoute une première chanson en yiddish. Ce sont des chansons que vous aimez et que vous avez choisies. Ça s'intitule « Amol is given a Maise ». Donc, on peut dire « Il était une fois ». Et c'est interprété par Chava Alberstein. C'est une chanson magnifique, une chanson folklorique qui se termine assez tragiquement, mais en même temps, il y a une espèce d'humour noir derrière. Je vous invite à la découvrir. Chava Alberstein, pour Yael Hassan, Amol is given a Maise. Amol is gewein a Meise, de Meise is gar nicht fröhlich, de Meise hebt sich ohne mit a jüdischen Melech. Lulinke, mein Feigele, Lulinke, mein Kind, Chabon geworden aus der Liebe, weh is mir und Wind. Der Melech hat gehad a Malke, der Malke hat gehad a Weingarten, der Weingarten hat gehad a Bäum. Lulinke, mein Kind, Lulinke, mein Feigele, Lulinke, mein Kind, hab ein geworden aus der Liebe, weh is mir und Wind. Der Bäum hat gehad a Zweig, der Zweig hat gehad a Nestele, in Nestele is gewein a Feigele. Lulinke, mein Kind, Lulinke, mein Feigele, Lulinke, mein Kind, hab ein geworden aus der Liebe, weh is mir und Wind. Der Melech ist abgestorben, die Malke ist geworden verdorben, der Zweig ist abgebrochen, das Feigele von Nest entlaufen. Lulinke, mein Feigele, Lulinke, mein Kind, hab angeworden aus der Liebe, weh is mir und Wind. Lulinke, mein Feigele, Lulinke, mein Kind, hab angeworden aus der Liebe, weh is mir und Wind. Une très très belle version de Chava Alberstein, une version de la chanson
qu'on retrouve dans votre livre à Rachel Osfater et à vous-même, Yael Hassan, Un si long voyage. C'est une des berceuses à Schlofflied que chante la maman à son enfant. Alors, on a compris que vous aviez un véritable univers yiddish et en fait, pas dans tous les livres, mais vous le faites partager aux jeunes générations cet univers. Finalement, ce livre, il ne s'adresse pas qu'aux enfants juifs, Un si long voyage. Non, bien sûr. Mais un enfant, je ne sais pas, non-juif, qui aime lire les livres de Yael Hassan, et il y en a énormément, il va savoir d'un coup que on berce son enfant, que le yiddish, c'est une langue. Vous mettez les paroles, vous les traduisez. Transmission impeccable. Oui, ce qui est génial, au-delà même de Un si long voyage dans Un grand-père tombé du ciel, le grand-père de l'héroïne, Léa Lay, parle avec l'accent yiddish. Et quand je vais dans les classes, depuis maintenant 28 ans, puisqu'il est sorti en 97, souvent les enfants adaptent des passages du livre et me jouent la scénette d'un chapitre ou deux. Et ils le jouent toujours avec l'accent yiddish du grand-père. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Mais oui. Que voilà, c'est des enfants, souvent des petits-enfants maghrébins ou de toutes les origines, tout d'un coup parlent avec l'accent yiddish. Et une autre chose très belle qui m'est arrivée dans un collège à Paris, je suis arrivée dans le collège, c'était un collège public, donc il y avait énormément d'enfants issus de l'immigration. Et c'est un collège dont la particularité était que les enfants faisaient de la musique. Oui. Et quand je suis arrivée dans le collège, ils ont tous joué au violon à Yiddish Emame. Ah oui. Et il y avait ces petits-enfants musulmans qui jouaient à Yiddish Emame et qui chantaient. Et c'était un moment d'immense émotion. J'imagine que vous avez dû avoir les larmes aux yeux. Immense émotion, oui. Voilà. Et une autre anecdote, je voulais dire par rapport à mon univers yiddish, c'est que quand j'étais petite, les enfants de Bruxelles allaient en colonie, colonie yiddish, qui était tenue par la Lereke Katz, qui était une grande figure du judaïsme belge, et qui nous enseignait le yiddish pendant cette colonie. C'était à Knock, non ? Il y a eu un peu partout, à Bredene, il y a eu à pas mal d'endroits au bord de la mer, donc on y allait. J'ai des souvenirs extraordinaires de cette Lereke Katz, et elle m'a appris la première chanson yiddish que j'ai appris, dont je ne comprenais absolument pas les paroles. C'était très drôle, c'était « Irwaschen, 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 a ganzen Tag », et on faisait les gestes on lave toute la journée. Et à l'époque, je ne comprenais pas les paroles, et quand je suis rentrée à la maison, je chantais toute la journée à mes parents. C'est mignon. Je crois que c'est une comptine que ma mère m'a chantée aussi, mais qu'on ne trouve pas. J'ai fait des recherches après pour savoir si cette chanson existait ou si c'était la Lereke qui l'avait inventée. Mais je crois qu'elle existait vraiment. Non, elle existe. Ouais. Je l'avais entendue dans mon milieu familial. Alors, on se rend compte que non seulement vous avez un univers yiddish, mais que cet univers yiddish est reconnu par les autres, puisqu'on vous accueille avec des chansons yiddish et interprétées finalement par de nombreuses personnes. Alors, Yael Hassan, je voulais vous faire une surprise. Figurez-vous que vous avez un grand fan. D'accord. Ce fan, c'est un jeune garçon qui a maintenant aujourd'hui une douzaine d'années, mais qui vous lit et qui vous a lu depuis qu'il sait lire. Il s'appelle Joshua. D'accord. Et il a enregistré des questions pour vous. Ah, génial. Alors, comme au moment où nous, on fait l'émission, lui, il est en classe, on va entendre sa voix. Génial. Je pense qu'il est très ému de vous parler et que je lui ai promis qu'au prochain Salon du Livre, où vous serez, eh bien, je viendrai avec lui pour qu'il vous rencontre. Alors, on va écouter la première question de Joshua. Écoutez, c'est très mignon. Je souhaite vous poser deux questions. La première, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivaine et comment y êtes-vous arrivée ? Alors, d'abord, bonjour Joshua, merci beaucoup pour ta question. Alors, je vais essayer de répondre le plus simplement possible. Je n'ai pas eu besoin, si tu veux, d'être poussée pour écrire. J'écris depuis que j'ai 8 ans et même si je n'avais pas prévu forcément que ça devienne mon métier, l'écriture a toujours été extrêmement importante pour moi. Et comment je m'y suis prise ? Je suis devenue écrivaine vraiment par accident, au sens littéral, puisque quand j'ai eu mon accident en 1996 et que j'ai été immobilisée,
Et comme je m'ennuyais beaucoup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas profiter de ce temps qui m'était offert, en fait, pour prendre l'écriture plus au sérieux, je dirais, et essayer d'écrire un roman. Et voilà, les choses se sont enchaînées. J'ai écrit un grand père Tom Logiciel pour participer au concours du ministère de la Jeunesse. Et j'ai eu la chance de gagner le concours et j'ai été propulsée La chance et le talent, hein, je tiens à le dire. Merci. Voilà. Donc, je pense que Joshua sera ravi d'entendre cette réponse. Il a une autre question. On l'écoute. La seconde. Pourquoi dans vos livres retrouve-t-on souvent un enfant et une personne âgée comme personnages principaux de l'histoire ? Bonne question. Très bonne question. C'est vrai que c'est presque systématique dans mes romans, d'ailleurs qui parlent de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale ou pas. Il y a toujours ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Et ceci pour une simple raison, c'est parce que moi, je n'ai pas eu la chance de grandir avec des grands-parents. Mon grand-père a été assassiné en Pologne. Ma grand-mère est morte avant ma naissance. Mes 2 grands-parents belges, j'ai vécu très peu de temps auprès d'eux et je les ai très peu connus et en plus eux ne parlaient que le yiddish, donc il y avait vraiment la barrière de la langue à l'époque et je suis partie très tôt pour la France, donc je les ai pas côtoyés et ça m'a beaucoup manqué étant enfant, même adolescente. Voilà, je voyais tous les jeunes gens, tous mes camarades qui allaient passer les vacances, les week-ends chez leur papy, mamie et c'était pas mon cas et je me suis dit, quand j'ai commencé à écrire, d'ailleurs dès le premier, je me suis dit, je vais mettre dans mes livres les grands-pères et les grands-mères que j'ai pas eu la chance d'avoir dans la vie. C'est magnifique comme réponse. Merci beaucoup à Joshua. Oui, et Joshua, quand tu le souhaites, tu seras le bienvenu pour parler littérature avec nous, surtout celle de Yaël Hassan dans le studio de Radio J. Alors, Yaël, c'est émouvant. J'imagine que des fans comme ça, vous en avez d'autres et qui vous posent des questions. En général, sur quoi on vous interroge ? Les enfants, quelles sont leurs questions ? Le plus souvent, parce que c'est un métier qu'ils ne cernent pas du tout. Le métier d'écrivain pour les enfants, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est presque mythique. Donc, le plus grand nombre de questions quand on commence les rencontres, c'est sur le métier d'écrivain. Comment j'écris, comment je gagne ma vie en tant qu'écrivain, comment on est édité, etc. Et puis, très vite, en général, quand je suis invitée, c'est autour d'un livre ou plusieurs livres, et ils me posent des questions vraiment spécifiques sur l'histoire en elle-même, et souvent sur mes sources d'inspiration. Et là, j'ai vraiment de quoi répondre, parce que des sources d'inspiration, j'en ai à profusion. Alors justement, vous avez des projets en ce moment ? Oui. Dès cet été, je vais travailler sur un nouveau projet de BD, puisque j'ai publié une première BD dans le Struthof, chez BD Nathan, donc qui a un joli succès. D'ailleurs, j'étais hier à Lyon, où j'ai rencontré une centaine de collégiens qui avaient fait le voyage au Struthof et qui m'ont accueilli après. Donc, c'était un très bon moment. Donc, je vais écrire une autre BD qui se passe pendant la guerre et qui va parler des enfants résistants, dans un groupe qui s'appelait La Main Noire. Et puis d'autres romans, bien sûr, qui vont venir au fur et à mesure. Est-ce que ce traumatisme épouvantable qu'on continue tous à vivre, je parle du 7 octobre, ça pourra peut-être faire l'objet d'un livre qui essayerait peut-être de calmer le jeu, comme vous savez si bien le faire? Alors, on l'a envisagé avec Rachel. Très vite, le besoin d'écrire sur le 7 octobre s'est imposé, mais très honnêtement, on n'y arrive pas. Parce qu'on est encore en plein dans le traumatisme. Autant je peux écrire sur la Shoah sans problème, autant j'ai écrit aussi sur le conflit israélo-palestinien avant le 7 octobre. Oui. Autant je suis bloquée dès qu'il s'agit de parler. Et c'est vrai que chaque parole soulève tellement de polémiques, de réactions, d'avalanches de haine, où c'est très compliqué. Donc, je vais m'abstenir, je vais attendre, mais je me répands beaucoup sur les réseaux sociaux, où j'essaie d'exprimer. Mais écrire un roman dessus, on va attendre un peu. Bien sûr, je comprends très bien, mais c'est parce que je me suis dit qu'à un moment ou à un autre, ça allait forcément être dans votre thématique. Complètement. Ça paraît presque naturel. Ça va s'imposer à un moment ou à un autre, mais il faut le bon moment. Bien sûr. Alors, justement, donc, au cœur de votre thématique, on a compris la Shoah chez les enfants, mais pas que, en fait.
Racontez-nous. Non, parce que je m'adresse à tous les publics et je suis même plus invitée dans les écoles publiques que dans les écoles juives. C'est vrai, ce qui est dommage, on lance l'appel. Oui, mais enfin, j'ai beaucoup d'invitations aussi dans les écoles juives, c'est pas ça le problème. Et souvent dans les écoles juives, ils ne m'invitent pas forcément pour mes livres sur la Shoah. Ils m'invitent souvent pour Momo Petit Prince le Bleuet, je ne sais pas trop pourquoi. Mais faut leur demander, non? Mais sinon, oui, bien sûr. Alors, j'essaie de m'attaquer à tout ce à quoi un ado d'aujourd'hui, un collégien d'aujourd'hui peut se retrouver confronté. Que ce soit le harcèlement, l'exclusion, le racisme, l'antisémitisme, tous les problèmes de confiance en soi, etc. Voilà, j'aborde ces problèmes-là afin que chacun de mes lecteurs, à un moment ou un autre, retrouve sa propre problématique dans mes romans. Oui. Et donc, c'est ça qui est passionnant avec vous, c'est que vous vous inspirez à la fois de votre vécu, mais du vécu collectif de la société dans laquelle on vit. Dans laquelle on vit, oui. Voilà, pour trouver des sources d'inspiration qui touchent les jeunes. Oui, il faut. Moi, mon moteur, c'est l'émotion. Oui. En fait, je me dis que moi-même, en tant que lectrice, quand je referme un livre, si je n'ai éprouvé aucune émotion, j'oublie le livre aussitôt. Et je sais que les jeunes, ça fonctionne. Et je sais que pour toucher certains publics, notamment d'enfants musulmans qui ont des idées vraiment très, très arrêtées, par le biais d'un personnage qui ont leur âge, qui comme dans Un si long voyage, qui va traverser toute la France avec tous les dangers, alors qu'il a à peine 10 ans, je sais que ça va les émouvoir. Et c'est ça qui compte. Et à partir du moment où on arrive à les émouvoir, le livre reste dans un petit coin de leur tête. En fait. Bien sûr. C'est un peu quelque part, enfin c'est en France, hein, mais il y a un grand écrivain israélien dont on parle beaucoup, car un de ses romans a été mis en film récemment avec Emmanuel Finkiel, La chambre de Mariana. Aaron Appelfeld, il a vécu caché dans les bois. Au milieu des partisans, et il l'a raconté aussi. Et je me suis dit, finalement, dans tous les pays occupés, il y a eu des enfants qui ont été précipités dans ce genre d'aventure. Complètement. Et puis la France est assez particulière dans l'histoire de la Shoah, parce qu'il y a eu beaucoup de justes aussi, dont je parle dans le roman dont on parle avec Rachel, parce qu'il faut aussi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de collabos, mais il y avait aussi tous ces gens qu'ils vont rencontrer sur leur chemin et qui vont les aider. Et notamment ce prêtre, la bonne sœur dans le couvent, et ensuite ils arrivent près du Chambon-sur-Lignon. Donc je pense que c'est important que les enfants sachent aussi qu'il y a eu en France, qu'il y a eu des gens qui ont tendu la main. Bien sûr. Important. Bien sûr. Et à la fin, d'ailleurs, puisque déjà vous transmettez, c'est historique, comme d'habitude, chaque fait est vérifié et il y a une chronologie pour vous aider à vous repérer dans votre lecture. Voici quelques dates importantes. Et ça commence par 1er septembre 1939, invasion de la Pologne par l'armée allemande, début de la Seconde Guerre mondiale. Avec ça, on a bien sûr tout compris. Alors, vos personnages, est-ce qu'il y a des personnages sur lesquels vous écrivez, mais qui ont vraiment existé ? Oui, il y en a souvent, et notamment, je pense que le livre qui m'a le plus bouleversée dans l'écriture, c'est quand j'ai écrit Le professeur de musique, où je raconte l'histoire que j'avais entendue quand j'ai fait mon alia, j'avais 18 ans, et mon premier Yom HaShoah en Israël a été d'écouter les témoignages de tous les gens qui passaient toute la journée à la télévision à l'époque, et le témoignage de ce monsieur que j'ai appelé dans le livre Simon, et qui avait été arrêté à Paris juste avec son violon, et qui avait été déporté avec son violon, donc, et qui avait, pendant qu'il faisait partie de l'orchestre d'Auschwitz, avait vu sa maman entrer dans la chambre à gaz. Et quand j'avais entendu cette histoire, j'ambitionnais pas de devenir écrivain, mais je m'étais dit, il faut un jour que j'écrive là-dessus, et j'ai écrit le livre en 1999. Donc. Et vous l'avez envoyé à sa famille ? Je le connaissais pas. Ah non, vous ne saviez pas. Je ne le connaissais pas, c'était juste des témoignages, on donnait juste le prénom de la personne. Il s'asseyait sur un tabouret, c'était très sombre, il parlait pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis ça passait à un autre, et en plus,
À l'époque, je ne parlais pas encore très bien l'hébreu, donc tous les témoignages étaient en hébreu, pas sous-titrés. Oui, c'est ça. Donc j'avais du mal, sauf que lui, il a parlé en français parce qu'il avait vécu à Paris. Et c'est ce qui vous a marqué, bien exactement. entendu. Ouais. Alors, je voudrais qu'on reparle un peu du yiddish. Chava Alberstein, une chanteuse fétiche pour vous? Oui, c'est la chanteuse yiddish pour moi. Bien sûr, il y en a plein d'autres que j'adore écouter. J'aime bien tous les groupes aussi juifs américains. Les groupes Klezmer. Klezmer, je suis fan. Mais Chava Alberstein, quand elle chante les chansons, elle y met une sorte... Et pourtant, je l'aime bien quand elle chante en hébreu, mais quand elle chante en yiddish, elle a une dimension supplémentaire, je trouve. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Bah, c'est un peu, comme on dit en yiddish, ir neshomes, c'est son âme. Elle a grandi avec, comme vous, comme moi, des parents qui parlaient yiddish, un milieu dans lequel on s'exprimait dans cette langue. Je rappelle qu'elle a commencé à chanter en yiddish quand elle était à l'armée, alors qu'on ne nous raconte pas qu'il n'y avait pas de yiddish en Israël. Elle a démarré sa carrière comme cela et ça a été un tapis rouge. Elle a toujours eu une carrière en parallèle yiddish-hébreu. Et c'est vraiment, elle a porté à la connaissance des jeunes générations dès les années 70 le répertoire yiddish qu'on écoute encore aujourd'hui avec tant de bonheur. Est-ce que vous lisez la littérature yiddish oui, en français, les bien sûr. Auteurs, oui, je viens d'ailleurs hier de terminer un des livres de Joshua Zinger. Le frère de Bashevis. Le frère de Bashevis. Et le roman s'appelle Un monde qui n'est plus. Oui. Qui est absolument sublime, parce que je suis en train, je suis en plein dans la littérature yiddish en ce moment, parce que je voudrais écrire une histoire de ma famille. Et je veux partir du yiddish, justement. Bienvenue. Alors, c'est un gros chantier, c'est un gros travail, ça fait partie de mes projets. Donc, en ce moment, là, je l'ai terminé hier dans le train, je revenais de Lyon. Et l'histoire est magnifique. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on a du mal maintenant à trouver. Je voulais lire Blitz d'Esther Kressman et autres nouvelles. Donc là, j'ai trouvé un exemplaire, mais ce sont des livres qui tentent à être plus publiés. Alors, on peut au moins les trouver, par exemple, à la bibliothèque Médem, 52 rue René Boulanger. Voilà, c'est ce que je me suis dit. On les a et vous pourrez venir même les emprunter. Esther Kreitman étant bien sûr la sœur de la fratrie Zinger qui a été assez méprisée par ses frères. Mais même par ses frères. Bon, après, il est revenu, Isaac, il a dit que c'était la plus grande écrivaine yiddish. Mais ce que j'ai découvert en lisant d'ailleurs le livre de Joshua, c'est que c'était elle la première qui s'est mise à écrire. C'est elle qui, la toute première de la fratrie, a commencé à écrire, alors que ses frères, même les parents, la méprisaient totalement parce qu'elle était une fille. Et il raconte combien elle aurait voulu, ça m'a rappelé Yentl, d'ailleurs, le film, le roman et le film magnifique avec Barbara Streisand, où elle aurait voulu être un homme pour pouvoir, elle aussi, étudier les textes, etc. Oui, tout à fait. Alors, le frère de Yitzhak Bashevis Zinger, c'est Yisroel Yoshua Zinger, qu'on a appelé très souvent Yud Zinger, et donc qui a été largement traduit en français. Vous connaissez Itzik Manger? Non. Ben si, en fait, vous le connaissez, c'est l'auteur d'une chanson, c'est un des grands poètes yiddish, et c'est lui qui a écrit Oifenweg, Steht a Boim, ainsi que de beaucoup de chansons, de textes, de romans qui nous sont restés, Itzik Manger. Et histoire de faire plaisir à Yael et à tous nos auditeurs, je propose qu'on écoute la version de Chava Alberstein, Oifenweg, Steht a Boim, sur la route, un arbre. C'est l'histoire de ce petit garçon qui veut protéger l'arbre en plein hiver, qui veut le consoler et qui va monter sur les branches de l'arbre qui sont évidemment, il n'y a plus de feuilles, il fait très froid, il n'y a plus de fleurs, il n'y a rien du tout, juste l'arbre et les branches. Et sa maman est terrorisée, donc elle lui met son écharpe, son bonnet, son pullover, son manteau. Et à la fin, l'enfant est tellement lourd de tout ce que sa maman lui a mis sur son dos qu'il ne peut plus
s'envoler. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre son envol. Et c'est un peu le problème avec les Yiddish Mames. Elles empêchent un peu, parfois, les enfants de sortir du nid. On écoute Aufenweg steht a Bäum, Itzik Manger, Chava Alberstein. Aufenweg steht a Bäum, steht eingebogen. Alle Vögel von dem Bäum sehnen sich zu fliegen. 3 kein Misrach, 3 kein Meirev und der Rest kein Dorem. Und dem Bäum gelost allein, Hefker von Sturm. Sag ich zu der Mame her, sollst mir nur nicht sterben, weil ich Mame 1 und 2 bald a Vögel wär. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihm verwiegen, übern Winter mit a Trist, mit a schönem Nigen. Yadi, 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 Sog die Mame nicht ein Kind und sie weint mit Tränen. Kennst Cholüle auf dem Bäum, mir verfreuen werden. Sag ich, Mame, es ist a Schuld, deine schöne Augen. Und neider was, und neider wenn, bin ich mir a Vogel. Weint die Mame, itze Kräun, nehm Gottes Willen, nehm Gott mit a Schalikel, sollst dich nicht verkillen. Die Kaloschen nehm dir mit, es geht a scharfer Winter, und die Kutschme tu dir an, weis mir und wind mir. Und das Winterleibel nimm, tu es an, du Scheute. Ob du willst nicht sein, kein Gast zwischen alle Teute. Ob die Fliegel, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Oh, die Mame angetan, dem Feigele, dem Schwachen. Guck ich treuerig mir rein, in der Mames Augen. Es hat ihre Liebschaft nicht gelost, wären mir auf Vögel. Auf dem Weg steht ein Bäum, steht eingebogen. Alle Vögel von dem Bäum sehnen sich zu fliegen. Ja, di da di da, ja, di da di da, di da di da, ja, di da di da, di da di da, ja, di da di da, di da. Ce petit garçon qui veut tellement être un oiseau et qui ne peut plus s'envoler. Rachel Osfater en avait fait un livre. Voilà, tout à fait. Un très bel, je crois que c'était aux éditions Bayard, si je ne me trompe pas. Et elle avait adapté cette chanson avec de très jolies illustrations, si je me souviens bien. Oui. Et je crois qu'on doit pouvoir le trouver encore, mais c'est vraiment un très bel album. Et c'est Si j'étais un oiseau, si je me trompe pas, oui. Oui. Donc... avec Rachel, vous avez une complicité incroyable. Comment vous avez écrit, par exemple, Un si long voyage à 4 mains ? Alors, Un si long voyage, ça a été particulier parce qu'au départ, c'était une commande de l'éditrice Laurence Barrère des éditions Michel Lafon, avec laquelle j'avais déjà travaillé chez un autre éditeur, qui m'a contactée pour les 80 ans de la libération des camps en me demandant un texte de commande sur la Shoah. Et moi, ce scénario d'Un si long voyage, je l'avais depuis longtemps, mais ça faisait 10 ans que j'arrivais plus vraiment à publier des textes qui parlaient de la Shoah. Donc, je l'avais dans un coin de ma tête. Et tout de suite, je lui ai proposé, je lui ai envoyé le pitch tel qu'il était rédigé, il a été tout prêt, donc elle était déjà étonnée de l'avoir si vite.
Et au moment où je lui ai envoyé, je reçois, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est Rachel, et je me dis, mais il faut que je le fasse avec elle, bien évidemment. Et donc, je demande à Rachel si elle est d'accord. Elle est très émue, elle me dit oui, ça fait trop longtemps, moi aussi, que j'essaie de publier sur la Shoah. Donc, je rappelle l'éditrice, je lui dis, attendez, le pitch, il va un peu s'augmenter d'un autre personnage, et c'est celui de Jacques que Rachel a incarné. Exactement. Et voilà. On avait une date limite qui était très courte, donc on l'a écrit de manière très intensive, avec une émotion énorme, parce qu'il y avait le saut du 7 octobre qui a marqué notre écriture et notre émotion. Et ça a été, je crois, la plus belle aventure qu'on ait vécue ensemble. C'est magnifique. Rachel, on l'embrasse. Oui, on l'embrasse. Et elle viendra bientôt, elle aussi, présenter son univers yiddish et parler de vous, bien entendu, et de votre collaboration littéraire. Alors, aujourd'hui, donc, l'univers yiddish, vous continuez à le transmettre directement ou indirectement par tous les biais possibles. Je sais que pour vous, c'est important. Il reste très présent dans la famille ? C'est compliqué. C'est compliqué. Dès la génération d'après, dès la génération de mes filles, forcément, avec la disparition des gens, des locuteurs yiddish, parce qu'elles n'ont pas entendu le yiddish comme moi, et comme nous, on ne le parle pas, c'est compliqué, mais elles savent combien, en tout cas mes filles, savent combien j'y suis attachée, et bon, à travers mes livres, j'espère aussi leur transmettre cet amour-là. Oh, j'en suis sûre. Vos petits-enfants les ont tous lus, je crois qu'il y a... Oui, quand même, ils n'ont pas le choix. De toute façon. La grand-mère sort un livre, il faut le lire, voilà. Donc, c'est vraiment important. Quand je vous ai invité, donc vous saviez qu'on allait beaucoup parler de la langue, de la culture. Qu'est-ce que vous auriez aimé en dire et que je ne vous ai pas demandé, Yael ? Oh là, c'est une colle, ça. C'est une colle ? C'est une colle parce que... c'est une colle en yiddish. Et puis, oui, et c'est la première fois. D'ailleurs, je suis très émue de participer à une émission qui parle du yiddish parce que, en plus, avec mon nom de famille, peu de gens savent que je suis ashkénaze. De plus, je n'ai pas le physique de l'emploi non plus. Donc, quand les gens disent que je suis de la famille Popovski, on est très étonnés parce que, voilà. Donc, j'ai jamais l'occasion de parler de ça. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir invité pour y participer. Et puis, une question qu'on m'aurait Moi, j'avais compris quand même, en lisant vos livres depuis longtemps, d'où vous veniez. C'est pour ça que j'ai eu à cœur que vous témoigniez. Oui, mais les gens qui ne me connaissent pas, ils sont toujours étonnés. Surtout la première fois que je me suis inscrite sur le groupe Yiddish de Facebook, ils ont dû se dire, c'est bizarre. C'est une impostrice là, qui vient. Voilà. Oui. Vous savez que là, non seulement vous êtes sur Radio J, mais que notre émission va être reprise par Radio J Yiddish. Génial. Et ça aussi, c'est un événement. Ouais. On va sur Radio J, on télécharge l'appli, on va sur radioj.fr et il y a une espèce de petit poste de radio sur l'image en haut à droite. On clique dessus et là, on a le choix et on tombe sur Radio J Yiddish. Et pour vous qui aimez aussi l'hébreu, il y a Radio J Israël avec de la musique et des émissions. H24. Donc, j'ai à cœur de le... Et Radio J d'Israël est diffusée d'ici ? Oui, d'ici. Mais ce qu'on appelle Radio J Yiddish comme Radio J Israël, ce sont des émissions et beaucoup de musique autour de la Yiddishkeit, autour de l'hébreu. Voilà, c'est des chaînes culturelles. Et c'est si important, on en a beaucoup besoin. J'ai une question à moi vous poser, Lise. Je sais que vous donnez des cours de Yiddish, que vous êtes professeur émérite de Yiddish. Émérite, je ne sais pas. Mais vous le faites que en présentiel? On fait en Zoom aussi, bien sûr. Vous faites en Zoom aussi? Ah, ben je vais m'inscrire alors. Ah, ben voilà, aujourd'hui, on fait les deux. Ah, d'accord, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, j'ai jamais pu venir. On a super matériel au Centre Medem Arbetering et on fait les deux. Il y a ceux qui viennent en présentiel, c'est plus sympa, et en Zoom. C'est-à-dire qu'on peut venir de temps en temps pour rencontrer les copains élèves en physique, voilà, en présence. Et puis, quand on peut pas, on est aussi en Zoom. On a un WhatsApp commun. On est très moderne. Voilà. Super. Alors, justement, dans ces cas-là, on peut s'inscrire. Les cours de la rentrée sont pas encore en ligne. Merci de me laisser la possibilité de le dire.
on va sur centre-medem.org, c'est le site, ou alors on appelle le matin au 01 ou l'après-midi 01 42 02 17 08 pour avoir toutes les infos. Alors, Yaël, on va terminer cette jolie émission avec une chanson qui vous tient à cœur, à moi aussi. C'est un hymne, si j'ose dire, c'est notre hymne. Ouais. Et j'ai choisi, d'abord, je voulais en profiter pour remercier Serge Surpin à la réalisation technique. Serge qui a aussi un univers yiddish, d'ailleurs, il faudra qu'il vienne nous le présenter à l'occasion. On va écouter la dernière version qu'on a entendue tous en France. C'était il n'y a pas longtemps. C'était à l'occasion des commémorations du 8 mai. Ça a été interprété par l'orchestre, je crois, de la garde républicaine, on va me dire cela, et de l'armée française plutôt, l'orchestre de l'armée française, et c'est une version extraordinaire de Zog nicht kein Mord, Partisaner Hymnen, l'hymne des partisans, qui est notre hymne. Vous souhaitez en dire un mot, Yaël Hassan ? Moi, cette chanson cet hymne me fait pleurer systématiquement. Alors que je n'en comprends pas toutes les paroles, mais... Bienvenue au cours. Voilà, je vais tout vous traduire. L'écouter déjà, c'est une grande émotion et c'est un hymne absolument extraordinaire. Ouais. Oui, c'est le nôtre. Ouais, c'est le nôtre, ouais. Quand il n'y a plus rien, il reste la musique, la chanson et cela. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a plus rien. Il y a les livres de Yaël Hassan, il y a la transmission qui est omniprésente. Grâce à vous, tout continue. Merci Yaël Hassan et à très très vite quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci, au revoir. Merci, au revoir.